Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode, merci d'être là, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel automne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne. Je reçois Claire Emmanuel qui va nous partager ses connaissances sur l'astrologie indienne. On a déjà parlé d'astrologie occidentale dite tropicale ici. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'astrologie est pour moi un bel outil pour apprendre à se connaître tout en se connectant à l'univers et à la nature XXL, au cosmos et au cycle de la vie. Vous savez aussi que le fil rouge de mes passions, c'est tout ce qui est lié à l'Asie, donc je suis extrêmement ravie d'en apprendre un peu plus sur l'astrologie version indienne et savoir un petit peu comment la culture hindouiste envisage le cosmos. On verra aussi que l'astrologie indienne est liée à l'Ayurveda, la médecine indienne, qui est aussi un de mes sujets préférés. Et après nous avoir expliqué un petit peu l'histoire de cette discipline et ses différences avec l'astrologie occidentale, Claire Emmanuel va me parler de mon thème de naissance à moi, comme avait fait Laura dans l'épisode 14, pour qu'on puisse un petit peu comparer et voir concrètement les différences entre les deux versions. J'espère que vous aimerez découvrir ce sujet comme moi et que vous apprécierez cette discussion. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute. Hello Claire Emmanuel, comment vas-tu ? Bonjour, du coup, je vais super bien. Je suis contente d'être ici. Merci. Merci à toi d'être là. Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast et de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc merci beaucoup de venir pour m'apprendre des choses et apprendre des choses à mes auditeurs aussi. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie védique, donc d'astrologie indienne. J'ai trop hâte que tu m'en dises un petit peu plus, mais d'abord, on va te laisser te présenter, nous dire un petit peu comment tu te définis, ce que tu fais dans la vie, ton parcours et qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. En fait, déjà, moi je suis de l'île de la Réunion, donc j'ai vécu quand même une bonne partie de ma vie dans la nature. J'étais très connectée à la nature quand j'étais petite et j'étais une enfant très très curieuse de la vie. Je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur la mort. Quand je regardais le ciel, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait derrière les étoiles, derrière l'univers. Sauf que j'avais pas forcément des réponses par rapport à tout ça. Mon environnement ne savait pas forcément m'apporter les réponses que je cherchais. Et du coup, j'ai vécu après une scolarité assez normale, on va dire, même si c'était un petit peu difficile pour moi, puisque j'avais vraiment l'impression que le collège et le lycée, c'était un petit peu comme la jungle. C'est-à-dire que c'était un peu la guerre des égos de mon point de vue, en fait. Et du coup, moi qui étais assez sensible, ça pouvait être un petit peu dur de temps en temps.
Et puis par la suite, quand, j'ai été, dans les études supérieures, je suis restée, 2 ans. J'ai fait mes 18 ans, 19 ans à la fac, mais ça a pas duré, très longtemps puisque enfin voilà, je m'y retrouvais pas du tout. J'étais, toujours en quête de moi, en quête, de ce que je voulais faire sur cette terre et j'avais l'impression que, on va dire le parcours conventionnel ne répondait pas du tout, à mes attentes et à cette période, en fait, j'avais pris, 10 kilogrammes vu que j'étais vraiment pas bien dans ma vie, pas bien dans mon corps et en fait, c'est là que je me suis tournée, petit à petit, déjà vers la naturopathie. Donc pour moi, ça a été vraiment, une grande solution déjà de me tourner vers ça, de découvrir aussi, le fait que, l'être humain, en tout cas dans la vision de la naturopathie que j'ai eue, était censé, manger cru de base. Donc ça m'a vraiment marquée. J'ai fait beaucoup d'expériences à travers ça en autodidacte et ça m'a déjà apporté un grand équilibre dont je manquais en fait dans ma vie et du coup, j'ai décidé à ce moment-là de quitter, du coup la fac et de m'inscrire en école de naturopathie. Sauf que pile cette année, l'école dans laquelle je voulais m'inscrire, était fermée pendant 1 an pour rénovation et donc je me suis dit: «Bon, peut-être que c'est un signe». Donc j'ai pris un billet d'avion et j'ai fait du coup une année sabbatique et je suis partie, toute seule, en Thaïlande. Donc c'était mon premier voyage, toute seule et du Mmh. coup, voilà, je suis allée sur une petite île, qui s'appelle Koh Phangan Mmh. Je connais et très du bien. coup oui, j'imagine et du coup, ça m'a vraiment ouvert plein de portes puisque, j'ai pu là-bas vraiment expérimenter, tout le côté spirituel, avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'expériences. J'ai fait beaucoup de workshops et j'ai pu vraiment expérimenter des choses pour mieux me connaître et mieux savoir aussi, ce vers quoi je voulais aller et du coup, à partir de là, voilà, j'étais déjà beaucoup plus alignée et à la fin de ce voyage, j'ai rencontré du coup, l'homme avec qui je suis aujourd'hui et ça a Mmh. été aussi, un grand point important de ma vie. Déjà, qu'il était en fait un élève de l'école dans laquelle je voulais m'inscrire de base. Donc Ah! c'était, assez fou. Voilà, c'était un élève en naturopathie et du coup, j'ai pu apprendre énormément, à travers lui, la pratique de la naturopathie et cetera. Je me suis quand même inscrite 1 année où j'ai pu apprendre les bases et pour moi, c'était vraiment très important de commencer par le corps physique puisque pour moi, c'est vraiment la base, en fait, de notre pyramide intérieure et si le corps physique est en bonne santé, les autres corps peuvent, beaucoup plus facilement s'harmoniser, ensemble et le corps spirituel peut aussi descendre et du coup, voilà, pour moi, ça a été vraiment une chance, en fait, de me tourner vers ça, au départ. Mais je ne voulais pas en faire, mon métier. Voilà, je sentais qu'il y avait autre chose, que moi, c'était beaucoup tourné vers la connaissance de soi, puisque c'était, ma grande quête, en fait, de qui suis-je? Et donc je me suis tournée vers le référentiel de naissance, un outil, du coup, qui a été créé par, Georges Colloïl, un Français et qui, du coup, se base aussi sur, la date de naissance, sur des calculs, en fait, faits à partir de la date de naissance et qui sont retranscrits par la suite en nombres que l'on relie avec les arcanes du tarot OK. et du coup, à travers ça, j'ai pu vraiment déjà, beaucoup me connecter aux énergies universelles, aux symboles universels et ça m'a énormément parlé. C'était vraiment des révélations sur révélations pour moi. Mais l'astrologie, voilà, continuait à m'appeler. J'avais déjà commencé un petit peu en tropical, mais je m'étais très vite perdue en autodidacte, c'était très difficile et puis, je suis tombée sur une vidéo du coup de Jordan Marion sur, YouTube qui parlait de Mmh. l'astrologie indienne et vraiment en fait cette, vision, de l'astrologie indienne m'a énormément parlé, appelée et ça m'a connectée à quelque chose de sacré que je ne retrouvais pas forcément, en tout cas dans ce que moi j'avais vu, dans l'astrologie, tropicale Mmh. et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, à me former, avec Jordan Marion qui commençait à faire, des cours à ce moment-là. C'est devenu par la suite, mon associé, donc on a travaillé ensemble et on travaille aujourd'hui ensemble et là maintenant je continue à me former, en même temps à pratiquer, à proposer mes services, par rapport à ça. Voilà en gros un petit peu le le parcours. OK, très bien. Bah, c'est marrant, je me retrouve, dans pas mal dans quelques points de ton parcours, surtout au niveau de ce sentiment de décalage,
dans les années collège, etc. Et puis la découverte de la naturopathie, c'est assez fou. Oui, j'ai pu voir que toi aussi, du coup, tu mangeais cru tu étais tournée vers cette alimentation en tout cas? Oui, alors je m'y intéresse depuis longtemps. Et cet été, j'ai eu une bonne période de crue qui a été très agréable. Bon après, je suis partie au Maroc. Et là, c'est un peu l'hiver en France, donc Oui, bah oui. j'accorde une belle part de crue quand même à tous mes repas. J'essaye. Et oui, toi, du coup, je voulais te demander, t'es 100% crudivore? 100 non, pas du tout, Mmh. mais après voilà, c'est mon alimentation principale, on va Ouais, dire. ouais. Et puis après, voilà, j'ai dû aussi, trouver mon équilibre puisqu'à un Mmh. moment je voulais, être 100 tu sais? C'était vraiment cette Ouais, quête de ouais, pureté aussi, je sauf comprends. qu'en fait, je me rendais compte que j'étais, à côté de moi-même dans le sens où j'étais pas forcément prête. Mmh. J'avais aussi, la sphère émotionnelle qui pouvait jouer et c'était important aussi que je m'accorde, des plaisirs, que je sois en phase aussi avec, mes autres envies, au lieu du cru, en fait. Mmh. Et que je trouve mon équilibre aussi, personnel par rapport à ça et que j'avance étape par étape, en fait, et pas tout d'un coup. Ouais, exactement. Bah, Mmh. c'est une belle leçon pour tout le monde, Mmh. de penser comme ça, effectivement, de pas vouloir, c'est pas tomber dans les extrêmes, mais d'être indulgent avec soi-même et C'est ça. de prendre en compte aussi l'aspect, psychologique. Oui. Moi, par exemple, c'est avec le jeûne intermittent, j'ai fait le jeûne intermittent pendant 1 an et j'avais vraiment l'impression que ça me convenait très, très bien au niveau Ouais. corporel, au niveau digestif, et cetera. Mais par contre, au bout d'1 an, un médecin ayurvédique d'ailleurs m'a signifié qu'au niveau de la sphère émotionnelle, c'était peut-être pas adapté, et que j'avais peut-être besoin de mettre du feu dans mon bois dès le matin Ouais. pour mieux gérer mes émotions en fait et ma sensibilité. Mmh. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour parler d'alimentation. On verra que c'est quand même relié, hein. Franchement, l'ayurveda et Ouais, le jyotish, vont de pair, on va dire. Mais ouais, oui, bah, on va quand même se trop concentrer bien. sur, l'astrologie, du coup. Ouais, donc du coup, bah, j'ai trop hâte d'en savoir plus et de savoir aussi les liens avec l'Ayurveda. Tu vas nous expliquer Ouais. ça tout de suite. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce qu'est donc le Jyotish, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle Ouais. l'astrologie védique, c'est ça? En tout cas, oui, en Inde, c'est comme ça qu'ils l'appellent. D'accord. Justement, en fait, Jyo, ça va signifier la lumière. Et Ish, ça signifie, le divin, la nature. Donc en fait, dans Jyotish, il y a vraiment cette idée, de se connecter au divin pour, avoir un œil, lucide sur les choses et avoir plus de Mmh. conscience et mettre de la lumière en fait, sur nos zones d'ombre, sur la vie, pour, passer en fait de l'ignorance à la connaissance. C'est vraiment en fait, de dans ce leitmotiv en fait que l'on va regarder un thème et que l'on va étudier un thème. Mmh. Voilà, donc OK. ensuite, pour te parler un petit peu de l'histoire, du coup, du Jyotish. En fait, c'est vraiment, bah, directement relié aux Védas qui ont été, on va dire canalisés, par ce qu'on appelle des rishis. Donc en fait, ça veut dire ceux qui ont vu et c'était, les voyants en fait, de l'ancien temps, donc ça date, voilà de l'Antiquité, d'il y a au moins 7 000 ans. Et en fait, dans ce temps-là, il y avait des sages qui étaient vraiment connectés au divin, au sacré. Ils étaient aussi connectés, en fait, au cosmos et il n'y avait pas, en fait, cette séparation entre les planètes et nous-mêmes, entre le divin et nous-mêmes et du coup, ils pouvaient vraiment canaliser, en fait, des informations qui venaient directement des planètes et pour, voilà, les hindous, les planètes, ce sont des dieux et donc ils avaient vraiment un lien comme ça qu'ils nourrissaient et ils ont pu du coup, créer des corpus sacrés que l'on appelle, Védas et qui, détiennent vraiment des lois en fait, universelles et des vérités universelles et en fait les Védas sont, découpés, on va dire, en 6 branches que l'on appelle, Vedanga et du coup l'astrologie, est une des branches en fait, des Védas et un de ces Vedanga. Et donc, voilà, on peut voir, à travers ça que, bah, ça a vraiment, un poids, très grand, dans toute cette sagesse, ancestrale et on peut voir aussi que l'ayurveda, le yoga, toutes ces pratiques, en fait, font aussi partie des Védas
et ça va vraiment former comme un écosystème, qui va vraiment permettre en fait à l'être de s'harmoniser sur tous ses corps et de se libérer en fait. L'objectif, on va dire, c'est vraiment cette libération, spirituelle et le fait de se libérer en fait, de son karma. Mmh. En fait, du coup, l'optique aussi, lorsque l'on regarde un thème et lorsque l'on va aider une personne à travers l'interprétation d'un thème, ça va vraiment être d'amener la personne à s'équilibrer au niveau des 4 sens de la vie, donc au niveau du dharma, artha, kama et moksha, et ça va vraiment être, voilà l'objectif, on va dire, pour chacun. Alors je connais le dharma, les autres, enfin karma, dharma, ça je connais. Peut-être que les auditeurs connaissent pas. Et les autres mots, tu peux aussi expliquer ces mots-là? Oui, oui, bien sûr. Alors c'est pas karma, ici c'est kama du coup, Ah oui. c'est différent. Donc dharma du coup, je pense que du coup comme tu dis, tu connais, c'est, vraiment le fait de se relier en fait à sa place dans le monde, à sa mission, Mmh. et c'est un petit peu répondre en fait à notre devoir personnel en rapport à la société. Donc de trouver sa place et d'apporter, vraiment notre pierre, à la société. Puis après, Artha, c'est l'objectif en fait, d'acquérir une certaine abondance, une certaine prospérité, de s'enrichir en fait tout simplement puisque, l'argent fait partie intégrante, de la vie et c'est une énergie créatrice, et donc c'est important aussi de créer en fait cette abondance pour pouvoir créer des projets à partir de l'argent en fait. Mmh. Et ensuite, Kama, ça va être, la réalisation de nos plaisirs et de nos désirs, de nos aspirations aussi profondes, mais de vraiment trouver aussi, des plaisirs sains, en fait, dans notre vie et de tendre vers les plaisirs sains qui nous apportent du bonheur et non pas les plaisirs succincts qui vont, finalement, nous faire vivre, des boucles sans fin. Mmh. Et puis après, il y a moksha, et moksha, ça va être, justement la libération spirituelle et la libération, du coup, de notre karma. Et c'est quoi du coup le rapport entre, enfin comment ils ont fait le rapport entre les étoiles et les divinités indiennes en fait? La cosmogonie? Ben, en fait, je pense, là pour le coup, c'est quelque chose que je vais t'apporter, voilà, de personnel, mais je pense que c'est vraiment relié en fait aux Védas, dans le sens où, comme je te disais, ces rishis, en fait, ces voyants étaient de base connectés en fait, aux étoiles. Les premiers astrologues, ce sont des personnes qui ont observé le ciel et qui ont médité avec le ciel, et du coup, vu qu'ils avaient déjà, nourri en fait, cette partie spirituelle en eux, ils avaient justement cette capacité à se connecter, à avoir des messages, de chaque planète, en fait. Mmh. Et du coup, vu que ces textes, ont perpétué dans le temps, des textes des rishis, ben, je pense que les hindous, en fait, d'année en année, ont pu, garder, en fait, cette conscience Mmh. que les planètes avaient, des sagesses, en fait, une sagesse à apporter, et ils ont pu continuer du coup à, établir des rituels, des méditations, des prières qui leur permettent en fait de continuer à se connecter en fait, à ces dieux qui existent derrière, les planètes. Et puis après moi personnellement dans mon optique et dans ma vision des choses, c'est vrai que, en fait je vois les choses comme un miroir, et donc pour moi chaque planète est aussi à l'intérieur de nous comme un microcosme en fait du grand macrocosme de l'univers. Et donc du coup, en OK. ce sens, chaque planète, lorsque l'on s'y connecte à l'extérieur, vient nous permettre de nous connecter à une force intérieure. Et du coup, quand on regarde un thème natal, c'est vraiment cet effet qui va se passer. C'est vraiment de voir qu'en fait, à travers un thème, on peut se connecter à notre univers intérieur. Est-ce qu'elle a toujours une place, donc cette astrologie dans, en Inde en fait? Est-ce que les Indiens utilisent cette astrologie? Est-ce que c'est populaire? Alors oui, du coup, c'est, vraiment, resté dans les mœurs. C'est quelque chose qui est même, normal en fait pour eux. D'ailleurs, pour les hindous, on va dire pratiquants, en fait, ils vont, choisir le prénom de leur enfant en rapport au nakshatra, donc la demeure lunaire dans laquelle se trouve par exemple la lune, Mmh. donc en fait qui est reliée à certains sons. Donc il y a vraiment en fait, plein de petites choses comme ça qui sont reliées, au thème natal, et le thème natal aura vraiment, une grande place, dans la vie, des hindous.
Ils vont vraiment faire des choix pour de grands événements comme le mariage, en rapport aussi à l'alignement des planètes. Mmh. Et en fait, ils vont vraiment essayer de travailler, d'œuvrer avec les énergies planétaires pour vraiment harmoniser leur vie en rapport à ces énergies qui sont plus grandes qu'eux, en fait, finalement. Mmh. Oui, donc ils l'utilisent vraiment de manière assez sacrée et il y a pas eu comme nous de dérive un peu, pop culture, très, enfin voilà, c'est sacré quoi. C'est C'est pas ça. comme chez nous où les gens qui utilisent l'astrologie sont un peu pris pour Mmh. des fous quoi. Oui, oui, clairement. Bah, après, je sais pas, peut-être qu'il y a aussi, aujourd'hui, voilà, dans les temps modernes, en Inde, peut-être aussi des dérives. Je pense qu'il y en a un peu partout, voilà. Mais, je pense qu'il y a quand même, beaucoup plus de conscience là-dessus, de manière générale qu'en Occident. C'est vrai qu'en Occident, la science a pris beaucoup, beaucoup de place et du coup, cette connexion au sacré et cette connexion au subtil a été, coupée. Et Mmh. donc aujourd'hui, un outil comme, l'astrologie, sera beaucoup plus utilisé, je trouve, pour, nourrir l'ego. Je dis pas que, voilà, tous les praticiens l'utilisent comme ça, heureusement que non. Mais c'est vrai qu'en Occident, on utilise beaucoup l'astrologie, voilà, pour, rigoler, pour parler de la personnalité, pour, vraiment nourrir le personnage avec tout plein Mmh. d'étiquettes, que pour finalement, essayer de se libérer, de trouver, une harmonie et de se détacher aussi, de notre karma, on va dire, négatif. Donc voilà, il y a peut-être un peu moins de conscience là-dessus et c'est vrai que ce qui me touche aussi, dans l'astrologie védique, c'est vraiment le fait qu'un astrologue doit être aligné, en fait, pour être un bon astrologue et ça, c'est vraiment une notion très importante. L'astrologue, se doit de regarder le ciel, très souvent, de rester connecté, en fait, au ciel. Il se doit aussi d'avoir une pratique spirituelle, puisque si, justement, en fait, par exemple, son corps physique, n'est pas forcément en bonne santé, il a beaucoup de toxines, si le corps émotionnel, va un petit peu dans tous les sens, si le corps mental est plein, bah, en fait, l'intuition ne pourra pas couler et l'astrologue ne pourra pas être un bon astrologue, il ne pourra pas être lucide. Donc il y a vraiment cette notion d'utiliser tout cet écosystème, dont je parlais au début, avec, les Védas, donc par exemple l'Ayurveda, le yoga pour le côté physique, pour la pratique, physique, psychologique et la santé, les mantras pour, vraiment purifier le mental et l'astrologie pour avoir une meilleure conscience et nettoyer aussi un peu Ajna, donc le troisième œil et avoir plus de lucidité sur soi et sur la vie et en fait, quand on a vraiment tout cet écosystème qui est en place, ben, on peut vraiment tendre vers plus d'harmonie, entre nos corps, dans notre être et en tant qu'astrologue, on peut vraiment arriver à, avoir beaucoup plus d'intuition, voilà, dans notre pratique. Mmh. Ouais, je comprends. Trop intéressant. Est-ce que du coup, parce qu'alors moi, je suis ton compte, avec plaisir. Tu publies des belles publications, mais c'est vrai Ouais, que, bah, je comprends pas toujours parce que, moi j'ai mes références d'astrologie tropicale et bah, j'ai l'impression que, du coup, en astrologie védique, on parle des mêmes choses, mais avec d'autres noms. Alors du ouais, coup, je voulais que tu nous compares un petit peu avec l'astrologie occidentale au niveau des planètes. Comment on dénomme et que représente telle planète en astrologie védique et est-ce que par exemple Pluton c'est la planète qui régit le signe du Scorpion, mmh. ça a tel archétype, est-ce que ça on peut transposer ça en astrologie védique ou est-ce qu'il y a des exemples où ça fonctionne bien où c'est calé dessus ou Mmh. d'autres exemples où c'est pas les mêmes énergies voilà, je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça, nous donner des exemples. Oui, alors, pour moi déjà, je pense que c'est important, de revenir à la base, on va dire, de la plus grosse différence entre, du coup, l'astrologie occidentale et l'astrologie, indienne. C'est qu'en fait, elles ne sont pas, basées sur le même système. C'est-à-dire que l'astrologie, indienne est basée sur une astrologie sidérale. Donc en fait, elle se base sur les étoiles, les constellations, l'observation du ciel alors que l'astrologie, occidentale est basée sur une astrologie tropicale
et donc est restée en quelque sorte figée sur un ciel qui date de 2000 ans. Et aujourd'hui, en fait, elle se base sur les saisons. Elle ne se base pas forcément sur le ciel tel qu'il est aujourd'hui, en fait, au-dessus de nous. Et donc ça, déjà, ça crée une grande différence qui fait que, très souvent, par exemple, un bélier, donc signe solaire bélier en astrologie tropicale, va se retrouver signe solaire poisson en astrologie indienne. Pourquoi ? Puisque, en fait, au départ, je vais essayer de faire très simple puisque c'est un petit peu technique, mais au départ, il y a 2000 ans, en fait, le point 0 du bélier, donc 0 degré du bélier, était en fait, était disposé sur l'équinoxe de printemps. Donc ça correspondait au 21 mars à peu près. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, il y a eu une précession des équinoxes. La Terre, elle a eu une certaine rotation au niveau de son axe, qui fait que ce point s'est déplacé, en fait, dans le ciel en rapport à la Terre. Et donc aujourd'hui, ce point ne correspond plus au bélier, donc l'équinoxe de printemps, il correspond au poisson dans le ciel. Donc c'est pour ça que, en fait, si on regarde le ciel à cette date-là, on verra que le soleil est dans le signe du poisson. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu désorientés quand ils arrivent en astrologie indienne, ils voient que voilà, le soleil n'est pas forcément dans le même signe, etc. Donc moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'indienne. Pour moi, ça faisait plus sens en fait d'observer le ciel tel qu'il était en fait à un moment donné et de pouvoir vraiment se baser sur quelque chose de rationnel, sur quelque chose de physique presque, pour par la suite avoir une certaine symbolique. Mais je sais que voilà, autant en astrologie tropicale que indienne, les gens s'y retrouvent en général et du moment que ça sert pour l'évolution de soi, c'est l'essentiel. C'est marrant Après, parce voilà. que je juste te coupe pour rebondir là-dessus. C'est marrant parce que tu viens de dire que finalement l'astrologie védique était plus rationnelle que l'astrologie occidentale, et je pense que dans la tête des gens on apprend quelque chose du coup, parce que on pourrait penser que c'est basé sur plus du spirituel, alors qu'en fait c'est encore plus entre guillemets scientifique et précis mathématiquement que l'astrologie tropicale. Donc je voulais juste souligner ce point-là. C'est souvent ce qu'on reproche en fait à l'astrologie en Occident, les scientifiques notamment, c'est qu'en fait, quand tu regardes le ciel, ça n'a rien à voir avec le thème natal. Donc en fait, les scientifiques, ils ont pas de matière sur laquelle se reposer, pour essayer de tendre en fait vers une ouverture à l'astrologie. Alors que c'est vrai qu'en astrologie sidérale et donc en astrologie indienne, on n'a pas forcément ce problème-là, puisqu'on peut se baser directement sur l'observation du ciel. Donc on peut, voilà, peut-être créer un pont, en fait, entre la science et justement cette pratique qui est aussi reconnue comme une science en Inde. L'astrologie est vraiment reconnue comme une grande science primordiale en Inde, notamment grâce à Raman. Donc vraiment, c'est un homme qui a ramené en fait l'astrologie au goût du jour en Inde et qui a vraiment apporté quelque chose de très grand dans le fait de conserver l'astrologie en fait. Mais voilà, c'est vrai que ouais, c'est intéressant par rapport à ça et moi aussi c'est un point qui m'a interpellée en fait. Et du coup, je vais essayer quand même de répondre à ta question de base en rapport aux planètes. Moi, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que je sais que l'astrologie indienne se veut être très épurée. Donc si tu veux, on va rester sur le septénaire, c'est-à-dire les 7 planètes principales qui sont observables à l'œil nu quand on est sur Terre en fait. Donc on va rester en fait sur une interprétation à travers le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Mercure. Et on va rajouter les 2 nœuds lunaires qui sont Ketu et Rahu, et qui nous apportent aussi beaucoup d'indications un peu plus profondes des fois, voilà, que les 7 planètes principales, qui peuvent être très intéressantes au niveau du karma, etc. Mais du coup, on va pas forcément utiliser Pluton, Neptune et Uranus. Je sais qu'il y a certains astrologues indiens qui l'utilisent quand ils font des interprétations au niveau de l'astrologie mondiale.
puisque Mmh. en fait, on les considère comme étant, des planètes, transpersonnelles. Mais Ouais, quand on va faire, générationnel et voilà, cetera. c'est ça. Quand on Mmh. va faire une interprétation personnelle, on n'en a pas besoin, voilà, OK, pour être, précis, en tout cas en astrologie indienne. Et par exemple, pour le signe du Scorpion, le maître, du Scorpion, ça va être Mars. d'accord. OK. Oui, Voilà, c'était anciennement dans l'astrologie, tropicale aussi, c'est ça. aussi ça. C'est quand on a découvert Pluton plus tard qu'on l'a rattaché au Scorpion. Mmh, Donc ça fait sens aussi. Donc du coup, oui, les signes sont rattachés aux mêmes planètes, en tout cas, dans les 2 c'est cas. ça. En fait, c'est intéressant parce que, par exemple, pour Mars, le Bélier, il va représenter l'énergie extériorisée de Mars, alors que le Scorpion va représenter l'énergie intériorisée de Mars. Mmh. Et donc en fait, ça nous donne, vraiment beaucoup de nuances, et en même temps, ça nous permet de rester, à l'essentiel, en fait, de pas rajouter forcément beaucoup de fournitures et cetera. Pareil pour, Jupiter qui va régir autant le Sagittaire que, le signe des Poissons. Mmh. Bah, en fait, les Poissons, ça va vraiment être quelque chose d'intériorisé puisque les Poissons, c'est Ouais. un signe, yin un peu plus Mmh. et voilà pour le Sagittaire, ça va être extériorisé. Donc voilà, en fait, pour l'astrologie indienne, tout part des planètes. Voilà, quand on commence à apprendre l'astrologie, il est hyper important de vraiment passer du temps, sur la compréhension des planètes, sur l'observation aussi des planètes, de prendre des images, de les observer, même de les observer dans le ciel quand c'est possible, puisque c'est vraiment en fait, toutes leurs caractéristiques physiques et énergétiques qui vont nous permettre par la suite de comprendre les signes. Puisque les signes, ce sont juste des territoires en fait, dans le ciel. C'est rien Mmh. de palpable, c'est rien de concret en fait. Mmh. Donc c'est en fait, on n'appelle même pas ça signe en astrologie, védique, on appelle ça constellation. Ouais. Donc voilà. OK. C'est trop intéressant, je commence à y voir plus clair et du coup Ah bah ça chouette. me passionne. Ouais, surtout, ouais, bah, c'est très parlant en fait, l'énergie yin-yang Ouais, de chaque planète qui se retrouve dans les signes et c'est très parlant avec, le Sagittaire et le Poisson. Le Sagittaire pour moi, c'est le voyage, ouais. l'exploration et le Mmh. Poisson, c'est plutôt vraiment, ouais, le voyage intérieur, l'exploration des Exactement. émotions et cetera donc c'est Voyage très, astral très même. parlant. Ouais, Ouais. c'est très Mmh. parlant. Trop bien. Bon, bah, du coup, ça me donne vraiment très hâte d'entendre ce que tu vas me dire sur mon thème, puisque j'ai fait faire mon thème, d'astrologie, tropicale occidentale dans un épisode de podcast avec, Mmh mh. Laura. Pour ceux que ça amuserait de comparer, vous pouvez aller réécouter cet épisode-là et voir quelles sont les différences pour, voilà, transposer éventuellement, sur ce que ça pourrait donner pour vous. Eh bien, allons-y, c'est parti, je t'écoute. OK, c'est parti. Alors moi, du coup, je connais pas du tout, voilà, ton thème, Mmh. tropical, donc n'hésite pas, à faire des rapprochements quand tu en Ouais, as envie, ça peut être intéressant. J'ai pas du tout écouté, du coup, l'épisode, sur ouais, ton thème, tropical, mais je me ferai un plaisir de l'écouter par la suite. ça marche. Alors du coup, bah, on va commencer par le commencement. Déjà, je pense que c'est intéressant, d'appuyer sur ce point que, en général, pour, savoir de quel signe tu es en tropical, on va regarder le soleil. Mmh. Sauf qu'en indienne, on va regarder la lune. Donc pour savoir, voilà, quel signe tu es, on regarde le signe, lunaire et donc ici, tu es, du coup lion puisque ta lune est en lion en astrologie, védique. D'accord. Qui est normalement en vierge donc dans mon OK, au niveau de ta lune. ouais, 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 c'est intéressant. je dis normalement, c'est pas du tout le terme que je devrais employer. C'est en astrologie Non, mais c'est normal. tropicale en astrologie tropicale occidentale telle que, on la connaît la plus, en tout cas en occident, je suis, donc, Gémeaux, lune en vierge, ascendant Scorpion. OK, bah, le soleil en gémeaux ne change pas. Mmh. Voilà, par contre tu es ascendant, Balance. Donc, D'accord. voilà, on va explorer un petit peu tout ça ensemble. Donc en fait, la lune déjà, ici, ça va vraiment représenter le véhicule à travers lequel, ton âme va pouvoir descendre. Donc l'âme, c'est le soleil justement, c'est l'atma et Mmh. donc ici, la lune, ça va représenter toute ta sphère émotionnelle, ta sphère mentale, donc tout ce qui va te traverser et voilà, en fait, c'est sûr que lorsque, toutes ces sphères se sont propres, comme je te disais, tout à l'heure, bah, la lumière du soleil peut, aisément, en fait, descendre
à travers la lune et à travers l'ascendant. Mais si c'est pas forcément le cas, si le mental est un petit peu dérangé par des pensées, si les émotions aussi sont un peu négatives ou lourdes, bah, ça va être plus difficile en fait d'incarner sa lumière solaire. Donc en fait, c'est pour ça que les hindous, en fait, ils vont vraiment porter leur attention sur la lune, puisque le soleil, c'est l'âme. Donc dans tous les cas, on n'a pas besoin de travailler sur notre âme, entre guillemets. Ça va plus être le véhicule sur lequel on va pouvoir travailler pour permettre à l'âme de descendre. Mmh. Donc toi, du coup, ta lune, elle est en Lion. Donc ici, Mmh. déjà, ça peut vraiment t'apporter des qualités quand même de confiance dans ce que tu vas créer, dans ce que tu vas faire, une certaine maîtrise en fait dans ce que tu fais en général. Tu peux avoir aussi une capacité à leader les autres quand tu es au sein d'un groupe, à prendre les choses en main et à apporter vraiment une énergie, très solaire, très chaleureuse en fait et en même temps, réussir à donner des directives qui permettent, aux choses de se faire correctement. Ensuite, ça va donner aussi une énergie, très, très créative. Ici, pour toi, la créativité, elle sera vraiment, tournée, vers le fait d'améliorer la société. Ça, c'est vraiment un terme qui revient dans beaucoup de des configurations planétaires. C'est vraiment cette idée, en fait, d'apporter, quelque chose qui puisse, apporter du mieux, en fait, aux humains, à la société, apporter Mmh. plus de conscience, plus de lumière et en fait, le signe du lion, vu qu'il est connecté au soleil, il est vraiment beaucoup connecté à cet aspect-là, tu vois? D'apporter de la conscience et de la lumière dans ce qu'on fait, tu vois? Mmh. Ouais, je me reconnais bien, là-dedans parce que j'ai longtemps été perdue dans mes études à me dire: «Mais ça sert à rien ça, c'est complètement vain. Il faut trouver quelque chose qui ait plus de sens, qui aide les gens, qui aide la société». Ouais, 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 c'est ça. Donc ouais, je me reconnais bien là-dedans. Je me revois, en licence, d'histoire de l'art à étudier l'art contemporain et je me disais: «Mais ça sert à rien». Et ouais. Bah, en plus, c'est parlant pour toi puisque tu as Raoult, du coup, le nœud nord qui est à l'ascendant Mmh. et je l'ai aussi. Donc tu vois, dans cette quête, dont je parlais par rapport à mon histoire et dans laquelle tu as pu peut-être te retrouver, c'est vraiment, en fait, cet aspect de Raoult à l'ascendant. Raoult, en fait, ça, va venir mettre des zones de doute et de flou, sur, notre vie et sur ce qu'il touche dans le thème. Et ici, à l'ascendant, ça va vraiment toucher, ta personnalité, qui tu viens incarner dans cette vie, quel personnage tu viens incarner et ta vocation, en fait. Donc ça peut vraiment donner aussi un côté marginal, au niveau de la vocation, donc le fait de pas forcément avoir envie, bah, de faire, voilà, les choses, comme tout le monde. Mmh. Et aussi, vraiment une quête de qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter, en fait, quelle est ma place dans cette société. Et ça peut, voilà, créer vraiment des moments dans la vie où ça crée des grosses crises existentielles, et une grande recherche, en fait, sur soi et sur la vie. Mmh. OK. Donc Raoult, c'est une planète? C'est Alors le c'est un c'est nœud le ah lunaire, oui, OK, OK, OK. voilà. Pardon, je OK. Et du coup, Raoult, vu que c'est le nœud nord, c'est dans le thème, c'est vraiment un domaine qui va nous obséder, qui va nous attirer et en même temps nous faire peur. Donc quand on a, Raoult par exemple à l'ascendant, on peut vraiment en fait avoir envie de gagner en visibilité, de savoir qui l'on est, de montrer qui l'on est au monde et d'apporter vraiment nos connaissances au monde et cetera. Ça peut donner aussi une obsession au niveau de la santé, puisque l'ascendant c'est aussi le corps, donc la constitution, la santé. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous faire peur, en fait, puisque c'est un peu, l'inconnu, en fait, pour nous. OK. Donc voilà, ici, à l'ascendant, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment de cheminer à travers soi et ça donne vraiment l'accent sur le fait que dans cette vie, potentiellement, tu peux avoir, envie de te faire passer avant le reste, dans un premier temps et apprendre, en fait, à te faire passer avant le reste pour par la suite mieux t'occuper, des autres, mieux t'occuper de la société et cetera. Mais il y a vraiment ce passage à: «Il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'écoute, il faut que je sache qui je suis» et ça passe vraiment par, un processus d'individualisation, en fait. OK. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi en astrologie indienne et qui nous apporte beaucoup, beaucoup de précision, sur, l'emplacement de nos planètes, c'est dans quelle demeure lunaire, donc nakshatra, se trouve chaque planète. Et donc toi, le nakshatra, dans lequel se trouve ta lune, c'est Uttara Phalguni
Et en fait, c'est, un nakshatra qui est aussi régi par le soleil. Donc ça te donne vraiment quand même une grande énergie Mmh. solaire, même dans ce que tu peux dégager quand tu es avec les autres et cetera. Ça peut être quand même assez solaire, tu vois? Assez rayonnant, chaleureux. Il peut y avoir aussi une grande générosité, une grande loyauté aussi, notamment pour toi au niveau des amitiés. Ça peut être très, très important pour toi d'être loyal envers tes amis. Mmh. Ouais, ça me parle. Ouais, parce qu'en fait, ta lune, elle est, du coup, en maison 11 et du coup, la maison 11, ça va être un domaine qui va être très important pour toi. La maison 11, c'est les groupes, les Ouais. associations, vraiment au niveau du réseau, en fait, de vraiment créer un réseau, qui permette d'apporter de créer un projet, en fait, Mmh. ensemble et de rassembler les gens. C'est comme en astrologie tropicale ça, Ah OK, ça les reste maisons. Ouais bah, top. et c'est le Verseau et c'est ouais les Oui, groupes, c'est ouais. ça. Ouais, Mmh. ouais, ouais. OK. Ouais, donc voilà pour toi, vraiment cet aspect aussi de tendre vers un idéal. Ça aussi c'est la maison 11. Il peut y avoir de grands idéaux, et de vraiment le faire en groupe et de rassembler des gens autour de toi pour, influencer le monde et c'est assez marrant parce que je trouve que ce que tu fais à travers tes podcasts, Mmh. c'est vraiment dans cette énergie-là aussi. Ouais. J'étais en train de vérifier effectivement aussi dans mon thème, tropical, ma lune est en maison 11 donc Ah OK, donc ça ça fait reste. sens aussi, ouais. Trop Voilà bien. donc ensuite, on va pouvoir parler un petit peu du coup, de ton ascendant. L'ascendant, c'est aussi très important puisque ça va vraiment correspondre au personnage que tu viens incarner dans cette vie. Tu vois? Le personnage, c'est pas nous, tu vois? Nous, on est l'âme Mmh. derrière le personnage, mais c'est important de comprendre et de connaître le personnage que l'on vient incarner puisque, par la suite, on peut vraiment mettre le personnage au service de l'âme et là, ça devient très intéressant pour l'alignement de soi et donc toi, le personnage ici, c'est l'ascendant Balance et pour toi, ça va être une balance quand même très indépendante, puisqu'en fait, ton ascendant Balance est dans la demeure lunaire de Swati et Swati est régi par, le dieu qui s'appelle Vayu et c'est le dieu du vent et du prana et en fait, ici, dans cette demeure lunaire, ça va donner un grand besoin de liberté. Vraiment, ce sont des personnes en général qui, ont besoin, de faire les choses quand elles ont envie de les faire et de ne pas avoir de contraintes, en fait, qui va les empêcher, par exemple, de prendre un billet d'avion quand elles ont envie de partir. Tu vois? Elles ont vraiment besoin d'expérimenter ce sentiment de liberté et c'est marrant parce que quand j'ai vu, du coup, ton post sur, où tu es sur un cheval, tu vois? Ouais, Dans le vent comme ça, pour moi, c'est cette énergie-là, tu vois? d'accord. Vraiment de se Ouais, je sentir vois. libre comme le vent, tu vois? J'adore cette énergie-là, ouais. Et bah, en fait, après, on va retrouver, vraiment, bah, toujours cette idée, en fait, de rassembler des gens autour de soi, d'apporter, en fait, des connaissances aussi, aux autres. Mais ça va être important, ici puisque en fait, Swati est régie par Rahu, donc Rahu qui revient encore ici, mettre, voilà son énergie dans tout ça. Ça va être important quand même d'avoir la conscience, par exemple, des gens avec qui tu t'entoures en fait et de l'influence que tu vas avoir. Parce qu'avec Swati, il peut y avoir cette tendance à vouloir influencer dans tous les cas, mais il peut y avoir aussi cette illusion, dans le sens d'apporter des choses qui créent de l'illusion et non pas qui créent des vérités universelles. Donc après ça, voilà, ça dépend de la conscience de la Mmh. personne. Toi, je pense que tu es quand même déjà porté vers quelque chose, qui te tient à cœur, qui est en accord avec des valeurs personnelles et cetera, à chaque fois, c'est ça? Ouais. Ouais, je comprends, ouais. Mais voilà, il peut y avoir, bah, souvent quand même des zones, de doute, des zones de brouillard, en fait, avec Raoult dans la vie Mmh. et c'est un petit peu en fait, le symbole de Swati, c'est une plante qui pousse, mais une jeune pousse, en fait et la jeune pousse, il faut elle s'adapte, en fait, au vent qui la pousse dans un sens et qui la pousse dans l'autre et qu'elle pousse quand même, tu vois? Mmh. Malgré les coups de vent et le temps qui change et cetera, tu vois? Et OK. Raoult peut représenter en fait, bah, tous ces challenges un petit peu, tout ce brouillard, tout ce vent, tout ce chaos des fois qui peut arriver dans la vie. Raoult, c'est une énergie qui se rapproche beaucoup justement du Scorpion, puisque c'est un D'accord. mélange de la Lune
et de Saturne. Saturne, ça va être la recherche profonde des choses et la Lune, ça peut, créer un petit peu des illusions et la Lune en astrologie, tropicale et védique est en chute en Scorpion. Donc on retrouve quand même cette énergie, scorpionnesque un petit peu, chez Mmh. Raoult et ici, pour toi à l'ascendant, ça se retrouve en fait. OK, Du d'accord. coup, voilà. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est que tu as aussi du coup, Jupiter à l'ascendant Mmh. et Jupiter justement, c'est la planète, du voyage, du voyageur aussi. C'est vraiment cette, aspiration, à voyager et à s'expandre en fait dans le monde, pour aussi acquérir de nouvelles connaissances, et s'intéresser notamment aux cultures, et permettre aussi de faire des synthèses en fait de ce que l'on peut, voir autour de nous, de ce que l'on peut apprendre. Et donc ici, voilà, pour toi qui aimes beaucoup les voyages, c'est assez parlant puisque ici avec Jupiter à l'ascendant, c'est possible que toi, le fait de voyager te permette d'en apprendre davantage sur toi-même, en fait. Mmh. Puis après, évidemment, ça peut se transformer petit à petit, comme étant, l'énergie, du guide, en fait, que toi-même tu peux devenir un guide pour les autres. Tu peux aussi guider les autres à travers tes projets. Tu peux être aussi, dans le domaine de l'enseignement, en fait, de certaines connaissances et en OK. tout cas du fait de partager des connaissances. On peut voir que c'est quand même, important aussi pour toi de communiquer les choses puisque tu as Mercure, le communicateur, qui est, juste à côté, en fait, de ton soleil et donc pour toi, en fait, le fait de communiquer de l'information te rapproche de ton âme et de la manière dont tu aimes briller, en fait, qui te rapproche de ta lumière intérieure. OK. Ici, en plus, ça va être des connaissances vraiment tournées vers la spiritualité puisque justement Mercure et le Soleil pour toi sont en maison 9 et la maison 9 c'est, justement la maison de Mmh. la connaissance, de l'apprentissage, des études, donc voilà le fait de Des voyages? potentiellement voilà des voyages donc c'est en fait la maison qui est, connectée, à Jupiter. Donc c'est en fait, tu as beaucoup d'énergies qui se répondent entre elles et qui viennent vraiment confirmer des Mmh. choses. Alors que des fois, dans certains thèmes, il y a beaucoup, d'énergies contradictoires et les personnes doivent trouver, un équilibre entre Ouais. des énergies contraires. Mais c'est vrai que pour toi, c'est très cohérent dans l'ensemble. Hem, du coup, voilà. Ouais, ça me parle beaucoup aussi par rapport à Jupiter parce que, dans mon thème, occidental, Jupiter est aussi, conjoint à mon ascendant dans la maison 12. Donc mais j'avais déjà, ouais, conscience que ouais, qu'il y avait cette énergie-là et donc ouais, trop bien, ça me parle beaucoup. Je suis très contente, de savoir tout ça et ça me donne envie d'aller explorer un peu plus. Donc du coup, après, ce qu'on peut voir quand même, c'est que, tu as une énergie aussi, martienne qui est très, très forte. Mmh. Donc, comme je te disais, Mars, c'est vrai qu'il se connecte aussi, à l'énergie du signe du Scorpion. Mais ici, pour toi, ton Mars, il est dans le signe du Bélier. Il est en maison 7 et il est conjoint, en fait, à Kétu, donc le nœud sud cette fois-ci. Donc ici, pour toi, en fait, la maison 7, donc la maison des associations et la maison du couple, peut être une maison quand même, assez mouvementée. Voilà, ça peut vraiment créer beaucoup de passion au niveau du couple. Ça peut créer aussi, une envie, vraiment de se connecter, aussi avec les autres et de créer avec les autres, donc une énergie qui est motivée, par les associations. Ça peut être le cas. Mmh. Mais après voilà, Mars et Kétu, sont des énergies de feu qui consument aussi ce qu'elles touchent. Donc ici, voilà, après ça sera bien sûr, à creuser peut-être plus personnellement, avec toi peut-être une prochaine fois. Mais ça peut Carrément. aussi créer des séparations du coup, parce que en fait, Mars, c'est quand même l'ego. Donc ici, il peut y avoir un challenge en fait, au niveau du rapport avec l'autre. Ça peut vraiment actionner certaines choses, au niveau de ton ego. Et ça peut aussi créer de nombreuses séparations. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, Ketu va consumer tout ce qui n'est pas essentiel, en fait. Et donc, au fur et à mesure que, finalement, peut-être au niveau de tes associations, au niveau de tes relations de couple, en fait, ça crée des séparations, ça permet d'épurer pour vraiment aller vers quelque chose qui soit aligné et qui soit plus spirituel, en fait. Mmh. Donc, voilà, ça peut être une interprétation possible, en rapport à ça.
OK. Oui, bah, ça me donne carrément envie d'aller plus loin, une prochaine fois. Carrément. Ça marche. Après voilà, pour terminer peut-être, on peut voir aussi que, du coup, le maître de 1, donc le maître, de ton ascendant qui est ici, du coup, Vénus, est en maison 10 et la maison 10 c'est, du coup, la maison de la carrière professionnelle, de la visibilité et de la reconnaissance sociale. Donc pour toi, ta vie peut être quand même beaucoup tournée vers ta carrière Mmh. et ça peut être, quelque chose qui t'arrive quand même assez facilement. Parce qu'en général, le domaine, en fait, qui est touché par le maître de 1 est un domaine qui arrive à nous facilement. Donc le fait, voilà, de te construire une carrière qui soit, en accord avec toi et cetera, ça peut être quelque chose d'assez évident pour toi. Mmh. Donc voilà, je sais pas quelle place ça prend dans ta vie du coup, mais La carrière, je suis pas du genre à avoir envie de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais. Après, je considère que c'est quand même, la façon de, peut-être s'accomplir, Mmh. de, bah, d'être utile Ouais. et peut-être de briller. Oui, c'est ça, c'est vraiment dans cette optique-là aussi. Mmh. Ouais, voilà. Donc après, tu vois, ça peut être, une carrière qui pour toi parce que c'est quand même Vénus ici, tu vois? Donc Vénus, ça en plus en Cancer, ici pour toi, Mmh. ça va vraiment se faire dans la douceur, tu vois? Mais D'accord. hem, le fait de gagner en visibilité, en tout cas à travers le projet que tu apportes au monde, ça, c'est quelque chose qui peut être central dans ta vie, qui peut grandir aussi facilement et qui peut porter ses fruits facilement. Surtout avec une lune en maison 11, tu peux facilement récolter les fruits que tu vas apporter au monde, en fait. Donc ça peut OK. créer une certaine abondance aussi dans ta vie. En plus avec, Jupiter qui est la planète de l'abondance en 1, voilà, ça peut être quand même, quelque chose Mmh. qui est déjà en mode karma positif pour toi, tu vois? OK, bah, ça Et c'est des bonnes ouais, c'est nouvelles. une bonne nouvelle. Et puis après, tu vois, quand tu parles de la notion de service, c'est intéressant puisque le Jupiter qui est dans ta maison 1 est quand même connecté à ta maison 6, donc en Poisson, qui est la maison du service et en Poisson, c'est doublement dans le service, tu vois? Mmh. Et à ta maison 3 qui est la maison de la communication. Donc pour toi, voilà, ça peut être important de mettre ta communication, encore une fois, au service, du monde et des autres. Mmh. OK. Bon, bah, tout ça me semble très, très intéressant et très, Mmh. très logique. Ouais, ça fait sens pour toi. Ouais, 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 ça fait sens et ça correspond à la fois, il y a des choses qui correspondent à mon thème, que je connaissais Ouais. et en même temps, il y a des choses qui viennent compléter Bah, oui, oui, c'est ça qui est intéressant, ouais. des interrogations parfois qui où là, je trouve peut-être un petit peu plus de réponses, des aspects que je voyais, mais qui étaient peut-être pas forcément importants dans mon thème occidental qui là, du coup, prennent une autre ampleur et du coup, ça Mmh. résonne. Mmh. Ouais, c'est trop bien. J'avais juste du coup une question parce qu'on a parlé un petit peu d'Ayurveda, donc la médecine indienne. Tu m'as dit qu'il y avait un lien. Est-ce que, le placement, natal peut donner des indications sur les doshas? Oui, c'est ça, exactement. Mmh. En fait, un bon médecin en Ayurveda, il va regarder le thème natal de la personne pour vraiment avoir, des indications, justes, sur, justement son tempérament et les énergies, en fait, qu'il a en lui, qu'il a en excès ou en manque et cetera et tout ça, en fait, on va le retrouver, à travers, notamment les planètes. Donc en général, ça sera le type planétaire de la personne qui va donner, son énergie, la plus présente au niveau, des doshas. Donc, toi, on va dire qu'au niveau des forces planétaires, la planète qui va le plus s'exprimer dans ton être et qui va le plus essayer de s'incarner dans ton être, ça va être le soleil. Donc tu vas être, un type quand même solaire, Mmh. Donc Pitta. donc Pitta. Donc je sais Voilà. pas si oui, tu as déjà fait de l'Ayurveda, donc ça Ouais, ouais, correspond? ouais. Ouais, ouais, ça OK, correspond, donc Pitta, c'est le dosha, qui est caractérisé par l'élément feu, donc le soleil, c'est ça, voilà. exactement. Après j'ai pas mal de, j'ai
je pense qu'à un moment, je pensais que j'étais un peu tridoshique parce que j'ai pas mal de kapha. Ouais, Ma mère est complètement kapha et j'ai pas mal de déséquilibre vata. Donc je sais pas OK. si ça Oui, se ça se voit traduit, aussi. pour toi? En fait, tu vois, tout simplement de regarder ton ascendant. Oui, avec l'histoire du Heu, vent que tu me voilà. disais. Oui, déjà, ça peut. Ouais. Hem, mais ici, ça va vraiment être le fait de regarder, Raoult et Jupiter. Jupiter, ça va être, Kapha, très clairement, Mmh. puisque c'est l'expansion, c'est le bon vivant, c'est Mmh. celui qui va pas trop se casser la tête, qui va avoir envie d'être très convivial, chaleureux, passer un bon moment autour d'un bon plat qu'il adore avec les gens qu'il aime. Voilà. Alors que, Raoult, ça va vraiment venir, apporter des déséquilibres au niveau de l'air, en fait, qu'on a en nous. Mmh. Donc Raoult, en fait, il peut vraiment, venir apporter beaucoup d'énergie au niveau mental, beaucoup de doutes, de questionnements et cetera et ça peut, en fait, créer un déséquilibre justement au niveau vata, et créer un manque d'ancrage aussi, tu vois? Donc, Mmh. vraiment trop d'énergie intellectuelle, trop d'énergie dans la recherche, trop d'énergie dans le mental. Donc, voilà, ici, c'est vrai que du coup, tu as les 2 énergies qui sont aussi là, en toi, quoi. Donc, le tridosha, oui, il faudrait explorer peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, ici, ça fait sens par rapport à ça. OK. Bon, bah, c'est trop bien. Je suis convaincue, tu m'as convertie, c'est bon. Non, mais après, Passionnant. voilà, je pense que c'est toujours intéressant de voir les 2 pans, Mmh. d'explorer, autant peut-être le tropical Mmh. que l'indienne, puisque c'est des points de vue aussi différents Mmh. et ça dépend aussi de ce vers quoi on veut aller pour moi, tu vois? Moi, c'était Mmh. très évident pour moi puisque je suis dans cette optique, voilà, d'apporter du sacré dans ma vie, d'essayer d'harmoniser les 4 plans et vu que tout est déjà fait en ce sens-là dans l'astrologie indienne, ben, c'était assez évident. Mais Mmh. suivant ce qu'on recherche, ben, ça peut être aussi très juste, ben, pour d'autres, voilà, d'explorer, l'astrologie tropicale ou Ouais. d'autres sortes. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, pour ceux qui, comme moi, auraient envie, bah, d'en apprendre un peu plus et d'apprendre à pas être autonome, mais tu vois, par exemple, les en astrologie occidentale, il y a plein d'applications où on peut faire son thème et cetera, Mmh. l'explorer, faire des recherches et cetera. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources comme ça en astrologie védique qu'on peut retrouver pour aller, se plonger un petit peu là-dedans? Mmh. Bah, du coup, beaucoup moins, en tout cas, en version française, voilà, faut savoir que l'astrologie, védique, elle est quand même hyper récente, en Occident. Donc il y a pas forcément beaucoup de choses qui ont été mises en place. Je sais qu'au niveau de l'application, moi j'utilise un petit peu Diotish App, donc sur l'Apple Store et OK. sur, Play Store aussi, vous pouvez retrouver. Donc ici, vous pourrez vraiment avoir, votre thème avec, des petites indications sur, les nakshatras dans lesquels se trouvent vos planètes et cetera. Mais c'est vrai que si on ne s'y connaît pas, ça peut vraiment être du chinois pour nous et ça peut être très difficile de s'y retrouver au départ puisque c'est pas des notions qu'on connaît, Mmh. qu'on a l'habitude d'entendre. Donc pour moi, voilà, il faut être ouvert peut-être à d'abord, peut-être un petit peu lire ce qu'il y a sur internet, toujours en gardant un maximum de lucidité et en se posant la question de si ça nous parle vraiment ou pas, puisque comme pour tout, il y a du bon et il y a du moins bon. Mmh. Mais après, c'est vrai que, enfin voilà, si on veut aller un peu plus en profondeur, c'est vrai que l'astrologie, c'est une pratique quand même très complexe. C'est réellement une science pour moi et donc c'est important d'avoir vraiment, un prof et d'aller, en profondeur vraiment, pour Mmh. essayer de comprendre puisqu'en fait, c'est le genre de d'outil que si, en fait, on n'a pas un élément, bah, en fait, ça peut complètement, nuancer, Ouais. notre compréhension du thème. Mmh. Donc du coup, c'est important d'avoir vraiment une connaissance du tout ou alors de faire une consultation avec quelqu'un qui s'y connaît Mmh. pour, vraiment avoir quelque chose de clair et de lucide, en fait. OK. Voilà, après, voilà, de mon côté, je peux vous dire un petit peu aussi, ben, ce vers quoi je me suis portée moi, ce avec quoi moi je me suis formée, si ça peut intéresser. Ouais, bah, je mettrai des liens en note, du podcast, éventuellement D'accord, de chaînes YouTube, tu m'as dit, ou de livres. ouais. Alors moi déjà, du coup, je me suis formée avec Jordan Marion, qui lui-même s'est formé avec Denis Labouré.
qui est un Français qui a fait de longues recherches, du coup, autant en astrologie tropicale qu'en astrologie indienne. Donc c'est très intéressant puisqu'il a vraiment les deux points de vue. Et il utilise en fait vraiment l'astrologie tropicale pour certaines interprétations, alors qu'il va utiliser l'astrologie indienne pour d'autres sortes d'interprétations. Et suivant le point de vue en fait qu'on peut avoir de l'un et de l'autre, ça peut vraiment apporter des choses complémentaires dans sa pratique à lui, de Denis Labouré du coup. Après, moi j'aime beaucoup aussi les cours de Jordan Marion puisque ce sont plein de petits cours. Donc on peut vraiment aller à notre rythme, petit à petit. Donc acheter vraiment le cours qui nous parle le plus et voilà, faire vraiment suivant l'intuition et suivant l'envie en fait aussi du moment. Il a aussi créé du coup une académie en ligne qui s'appelle la Diotiche Academy, sur laquelle il poste vraiment du contenu journalier. Donc ça permet vraiment d'avoir des connaissances un peu plus chaque jour et une exploration vraiment qui peut aller de plus en plus en profondeur chaque jour en fait. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir du contenu très souvent. Et puis par la suite, moi-même j'apporte du contenu sur ma page Instagram. Donc voilà, j'essaie de rendre les choses accessibles et agréables aussi à apprendre du coup. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube que j'alimente un petit peu moins, mais que je compte aussi alimenter de plus en plus avec le temps. Et puis voilà, puis après il y a les consultations bien sûr, où j'offre plusieurs types de consultations suivant ce que la personne a besoin et ce dont elle a envie aussi. Ok, trop bien. Je mettrai tous les liens pour retrouver les références que tu as citées et aussi ton compte Instagram où t'as mis des stories à la une sur les services que tu proposais. Donc comme ça, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront aller retrouver tout ça et trop bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour toutes ces mines d'informations qui, en tout cas, moi, me passionnent et me donnent vraiment envie de poursuivre. Donc, ravie de t'avoir rencontré. Merci beaucoup pour ton temps et on reste en contact parce que je pense que j'ai vraiment envie de poursuivre cette conversation et d'aller un peu plus en profondeur. Ok, super. Voilà. En tout cas, c'était avec grand plaisir. Merci à toi et puis c'est un plaisir de pouvoir partager cette passion et puis aussi cette pratique qui est pas forcément énormément connue encore en France et en Europe. Donc c'est génial de pouvoir participer à ce partage. Carrément, tu t'exprimes très bien, donc je t'encourage vraiment à poursuivre sur YouTube aussi. Donc voilà. Merci. Trop bien. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci à toi, je te souhaite bonne continuation et à bientôt. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!